Alors, les amis, imaginez-vous un matin comme tous les autres. Vous vous levez, vous partez à la boulangerie, vous êtes tout content, vous partez chercher votre pain, votre croissant, vos pains au chocolat ou vos chocolatines, ça dépend de la région où vous êtes. Et là, vous croisez quelqu'un, vous vous dites, mais ce mec, il est un peu bizarre. Et en plus, sa tête me dit quelque chose. Alors, vous réfléchissez un peu et là, bingo, vous êtes en face d'un mec que vous avez vu à la télé, plus précisément au procès du Bataclan. Donc le mec, il a participé à l'un des pires attentats que la France ait connu et vous le trouvez dans votre quartier. Vous le rencontrez à la boulangerie. Là, vous vous dites, mais c'est grave, c'est très grave. Parce que si ce mec décide de repasser à l'action, on est foutu. Je suis dans le même quartier que lui, ma famille, ma femme, mes enfants, oulala, ça ne va pas. Eh bien, cette histoire, ce n'est pas une fiction, les amis. C'est ce que les habitants de Lure ont vécu et vivent en ce moment. Et là, ça commence à devenir très, très tendu. Je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Merci à vous. Nous avons passé la barre des 7400 abonnés. Je suis très heureux et je suis convaincu que nous allons atteindre la barre des 10 000 abonnés avant la fin de l'année. En tout cas, c'est mon objectif. Merci à ceux qui me donnent de la force, à ceux qui soutiennent, à ceux qui commentent les vidéos. C'est très bien. Merci beaucoup. Et nous allons commencer cette vidéo. Donc la première vidéo, elle a été publiée par F de Souche qui dit « Déchu de sa nationalité et expulsable après de la prison pour avoir rejoint Daesh ». Le frère d'un des terroristes du 13 novembre 2015 vit pourtant toujours en France et aux frais de l'État. Aucun pays ne veut l'accueillir. Bon, eh bien, tu m'étonnes. Bien sûr que personne ne veut l'accueillir, même si moi, j'étais président d'un pays. On veut m'envoyer des mecs qui ont participé au Bataclan. Je dirais, bah non, gardez-les chez vous parce que personne n'en veut. On n'a pas envie d'un nouveau Bataclan dans mon pays. Voilà. Je ne suis plus français tout simplement. J'ai plus de documents, j'ai dû restituer mon passeport, ma pièce d'identité. Je suis dans l'impossibilité de pouvoir travailler. On m'a fait comprendre que j'étais un indésirable, qu'on voulait plus de moi ici. Celui que nous appellerons Hicham est sorti de prison fin 2023. Il pensait avoir payé sa dette à la société jusqu'à ce décret du gouvernement qui le déchoit immédiatement de sa nationalité française. Mais vous vous rendez compte de l'indécence des journalistes en France quand même? Donc on va interviewer un mec qui a participé au Bataclan. Le Bataclan quand même, hein, c'est le pire attentat qu'on ait jamais connu. Des gens ont perdu leur vie, des gens ont vu leur vie totalement détruite, même ceux qui ont survécu. Il y en a qui continuent de sauter la vie parce que c'est insupportable et ça se comprend, honnêtement. Il faut vraiment être très fort mentalement ou avoir un soutien divin pour ne pas passer le pas. C'est ce que je pense parce que je suis croyant. Mais après ça, il y a des journalistes qui vont interviewer un complice de ces attentats, une personne qui est même allée combattre pour Daesh, j'imagine en Syrie ou en Irak, et ils s'étonnent, ils s'offusquent que le mec n'ait plus la nationalité française. Pour eux, le mec a été mis en prison, il est sorti, il a payé sa dette. Quel est ce niveau d'indécence, quoi? D'ailleurs, dans quel pays on remet en liberté une personne comme ça? Je ne comprends absolument rien. Et le mec qui s'étonne que la France ne veuille plus de lui. C'est complètement indécent. Frère aîné de l'un des terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, il a été condamné en 2016 à 9 ans de détention pour avoir rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie. Né en France, naturalisé à l'âge de 10 ans, il est désormais sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Mais ni l'Algérie, le pays de son père, ni le Maroc, celui de sa mère, n'acceptent de lui délivrer un laissez-passer consulaire. J'ai fait l'objet d'un arrêt. Pour le coup, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, même s'ils font preuve de mauvaise foi, j'aurais été eux, je ne l'aurais pas accueilli non plus. Parce que même ces pays dans le Maghreb ont des problèmes avec des gens qui vont faire le djihad pour Daesh et qui reviennent. D'ailleurs, en Algérie, il y a eu la décennie noire parce que justement des gens qui étaient partis combattre en Afghanistan sont revenus, se sont organisés et ont pris les armes. Je caricature un petit peu, mais c'est ce qui s'est passé. Au Maroc, il y a eu des attentats, c'était pareil. C'est des gens qui sont allés combattre pour Al-Qaïda et qui sont revenus. Donc, je peux comprendre que ces pays ne veulent pas récupérer cette merde, quoi. Et ils ont tout à fait raison. Pour le coup, je ne vais pas les blâmer. C'est à la France de tout faire aussi pour que soit ces personnes ne sortent plus jamais de prison, ou soit vous faites tout, vous usez de tous les moyens de pression que vous avez à disposition pour le dégager d'ici. Et on s'en fout d'où il atterrit, quoi. Bon, bref, continuons. J'ai été ministériel d'expulsion et les autorités administratives françaises se sont heurtées dans la possibilité de pouvoir m'expulser vers les pays concernés. Donc les pays n'ont pas donné suite.
Hicham est alors placé en centre de rétention administrative, 210 jours, la durée maximale légale. Il est depuis 2 mois assigné à résidence. Je suis astreint à pointage 3 fois par jour, du lundi au dimanche, jour férié, chômé, avec une interdiction de sortir de la commune dans laquelle je suis assigné et avec un couvre-feu qui est décrété de 21h à 7h du matin, ça tous les jours. J'ai aussi fait l'objet d'autres mesures administratives comme le gel des avoirs, ce qui m'empêche d'avoir une carte bancaire. C'est la préfecture qui vous héberge ? Exactement, c'est elle qui prend en charge le logement. Un hôtel sommaire à l'écart du centre-ville est situé à près de 300 km de son domicile. Clairement, je coûte de l'argent. Je suis un poids en fait pour l'État, pour les finances publiques. Donc ça représente quoi comme coût à votre avis ? Écoutez, le calcul, effectivement, c'est 90 € la nuit. Vous calculez le petit déjeuner compris, sans le déjeuner-dîner. Donc ça mes frais. Soit un total de 2 700 € par mois à la charge de l'État, auquel s'ajoute près de 130 000 €, le coût de 7 mois en rétention administrative selon la Cour des comptes. Mais c'est vraiment délirant, quoi. Honnêtement, on paye en plus pour ces gens, mais la France, ça me fera toujours rigoler. Je ris jaune, parce que franchement, quand tu es devant autant d'inepties et de bêtises, il n'y a aucun autre choix que de rigoler, quoi. Encore heureux qu'on peut encore rire. C'est tout ce qu'il nous reste. L'État paye pour cette personne. Et contrairement à ce qui est dit dans ce documentaire, je ne pense pas qu'il soit dans un hôtel miteux ou sommaire comme il est dit. De toute façon, vous le verrez dans la deuxième vidéo. Et le mec, il se plaint. Et il dit oui, je n'ai plus le droit d'avoir de carte bancaire. Mais encore heureux, mon ami. Tu es allé participer à des activités terroristes. Tu veux que l'État français te permette encore d'obtenir une carte bancaire, de pouvoir circuler comme tu veux. Mais quelle indécence. Quelle indécence. Je suis choqué, outré, altéré. Je suis vraiment abasourdi par ce que je vois. Vous allez voir la deuxième vidéo, les amis, c'est encore pire parce que, honnêtement, si j'avais été dans cette ville, j'aurais porté plainte contre le maire. Honnêtement, je l'aurais fait parce que, quitte à obtenir un dédommagement, je préfère que cet argent serve à la commune plutôt qu'à des terroristes, quoi. Ou même pas à la commune, même si cet argent peut me servir à moi et à d'autres habitants, ce serait bien. Ce serait beaucoup mieux que de continuer à utiliser cet argent pour héberger des personnes de cet acabit. Donc, cette information a été publiée par le Figaro qui dit « Karim Mohamed Agad, et non Hicham comme ils l'ont dit dans la première vidéo, islamiste revendiqué et frère de l'un des auteurs de la tuerie du Bataclan en 2015, séjourne depuis juin dans un hôtel de Lure, en Haute-Saône, en attendant son expulsion. Une présence mal vécue par les habitants et dénoncée par le maire PS de la commune. » Bon, le maire PS qui dénonce ça, c'est assez étonnant. Comme quoi, peut-être qu'ils ne sont pas tous islamo-gauchistes, mais regardons ce qui se passe. Ce fichier S inquiète de plus en plus les habitants de la commune où il est assigné à résidence. Karim Mohamed Agad, islamiste revendiqué et frère de l'un des auteurs de la tuerie du Bataclan, séjourne depuis juin dans un petit hôtel de Lure en Haute-Saône en attendant son expulsion. Une cohabitation qui est très mal vécue tant par les habitants qui le croisent dans les commerces que par la municipalité qui n'a pas la main sur cette décision. Je suis en colère, les gens ont la trouille. Ils ne comprennent pas qu'une petite ville tranquille soit prise en otage par une telle décision. En cause, je pense plutôt qu'il agit comme ça parce que la population a dû lui mettre la pression. Et ça se comprend. Je vous le dis, moi, je sais qu'il y a une telle personne dans ma commune, dans mon quartier. Je ne dors pas tranquille. Je ne laisse pas mes enfants sortir non plus. On ne participe plus à aucune fête du quartier. On ne participe plus à aucune activité où il y a du rassemblement. Je vous le dis, parce qu'avec un gars comme ça, tout peut se passer. Tout peut arriver. Profil de Karim Mohamed Agad qui continue d'inquiéter malgré l'obligation de pointer 3 fois par jour à la gendarmerie et de respecter un couvre-feu de 21h à 7h. Né en Alsace d'un père algérien et d'une mère marocaine, ce fiché S de 34 ans a rejoint pendant quelques mois les rangs de l'État islamique en Syrie en 2013 et 2014. De retour en France, le alsacien est condamné à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste avant d'être déchu de sa nationalité en 2023. Celui qui a assumé lors de son procès placer la loi de Dieu au-dessus de la loi de la République a finalement été placé en rétention administrative en 2020. Bon, encore une fois, ces gens ne changent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que juste en leur faisant avoir quelques séances de psy, ils vont pouvoir se sortir de cet endoctrinement. Généralement, ça ne marche pas. Ou soit ils n'étaient pas convaincus. Parce que quand on parle de religion, c'est de l'ordre du divin, c'est de l'ordre du surnaturel. Pour avoir une telle croyance,
C'est soit vous êtes vraiment à fond, soit vous ne l'êtes pas. Et généralement, quand vous l'êtes, il y a très peu de chances que vous reveniez en arrière, hein. Donc, pour les mecs qui pensent qu'il suffit de faire passer une personne qui est radicalisée devant un psychologue, lui parler, lui montrer peut-être les bonnes facettes de la vie, etc. pour qu'il change, vous vous trompez, hein. Honnêtement, ça arrive très très rarement et peut-être que ce n'était pas un convaincu. Quand la personne change, c'est que, voilà, peut-être qu'il avait été endoctriné par des connaissances. C'était pas une personne qui avait elle-même la foi, cette fois en Allah et cette fois aux 70 vierges qu'il retrouverait. Mais quand c'est vraiment une foi ancrée, ça ne change pas. Le mec, il continue de dire qu'il place les lois d'Allah au-dessus des lois de la République. Avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire? 4, puis assigné à résidence à Lure par arrêt ministériel. Aujourd'hui, son expulsion se heurte à un obstacle juridique. Ne possédant ni la nationalité algérienne ni la nationalité marocaine, Karim Mohamed Agad est apatride et ni Alger ni Rabat ne s'apprêtent à lui délivrer un laissez-passer. Une impasse qui pèse sur les Lurons aux grandes dames du maire. Je n'ai aucun pouvoir dans ce genre de situation. Pour diluer le problème, on aurait pu organiser des rotations afin de le changer d'endroit régulièrement. J'ai sollicité les autorités de l'État pendant des semaines, mais n'ai eu aucune réponse. Je trouve ça choquant et méprisant. Eh bien, moi, j'ai une solution. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais vous savez que la France a plusieurs bouts de territoire, hein. Il n'y a pas que la métropole. Il n'y a même pas que les territoires d'outre-mer très connus comme la Martinique, la Guyane. Il y a de petits bouts de cailloux perdus au milieu de l'océan où il n'y a pas grand monde. Et je pense que ça pourrait servir à peut-être garder ce genre de personnes. C'est quelque chose à creuser. Je pense que l'Australie avait fait ça. Il y a une île bien rocheuse, bien volcanique, sur laquelle ils envoyaient les personnes indésirables ou les migrants qui venaient dans l'attente d'examiner leur demande d'asile, etc. Pourquoi la France ne ferait pas de même? Bon, après, on est en Europe. Est-ce que ça passera avec toutes les lois de la Cour européenne des droits de l'homme? Je ne sais pas. Mais c'est ma solution. Si vous en avez d'autres, dites-le en commentaire. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Ça devient très, très compliqué. Je n'aimerais pas habiter à Lure, pourtant ça a l'air d'être une petite ville tranquille, une petite commune tranquille. Eh bien, même là, on trouve le moyen de vous amener des personnes indésirables. C'est ça la France en 2025. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. J'espère. Bon, est-ce que vous allez vous en sortir? C'est surtout ça. J'espère. Allez, je vous laisse là, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.